rebonjour à tous les internautes du Figaro, rebonjour à ceux qui nous suivent depuis le début de ce dispositif spécial mondial. Nous allons débriefer ce match, cette victoire de l'équipe de France 2-1 face à l'Australie. Et pour débriefer, pour apporter leur analyse, j'ai autour de moi donc Jacques Monclar, ancien basketteur, entraîneur aujourd'hui, consultant sportif, et Laurent Louette, le taulier du service des sports du Figaro. Messieurs, que ce fut difficile. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Que ce match fut difficile pour les Bleus et difficile, je pense, pour beaucoup de leurs supporters, ceux qui ont fait le déplacement, mais également les téléspectateurs présents devant leur télévision. On a eu un match qui a mis du temps à se décanter, une équipe de France qu'on a sentie hésitante dans son engagement physique, dans son engagement sur sa volonté de développer du jeu. Et il a fallu deux surprenants dénouements. On va en parler justement. Pour que ce match prenne une tournure favorable pour les Bleus, qu'ils l'emportent 2-1 donc. Le résultat est évidemment excellent pour les Bleus, bon pour les Bleus, mais que ce fut difficile et compliqué, Jacques. Oui, il n'y a rien eu de facile, et c'est vrai que le côté exotique de l'Australie faisait qu'on attendait plus une démonstration plus puissante de la France, d'autant qu'on les avait joués en amical, ils avaient été quand même assez inexistants, mais il faut se méfier de tout ça, parce que c'était une équipe préparée, qui est mieux rentrée dans le match que nous, qui physiquement nous a sanctionnés. Nous, on a quand même manqué de cohérence dans le jeu, il a fallu la rentrée de Giroud en axe, en pivot, en quelque sorte, comme dit Laurent, et même de Fekir dans la création, pour qu'il y ait une cohérence et une structure de jeu différente. Après, il n'y a rien de pire que d'ouvrir le score sur un penalty mérité, et 3 minutes après, en prendre un. Alors, nous, notre penalty, il y a action de but. Eux, le leur, on leur donne. On leur donne, parce qu'on n'est pas en danger, c'est une faute un peu de gamin que de lever la main, comme ça, et de toucher. Donc, il y a certainement eu un coup au moral. Les Bleus s'en sortent, les 3 points sont là, la compétition est lancée, ça permettra d'aborder la suite différemment, mais tout est loin d'être parfait. On s'y attendait pas non plus, parce que ça soit parfait quand même. Bon, c'est un grand ouf quand même après ce match-là. Je rappelle, chers internautes, que nous attendons vos réactions sur le player du Figaro et aussi sur les réseaux sociaux. Venez nous dire si vous êtes d'accord avec les analyses de Laurent Louette et Jacques qui est à côté de moi, Jacques Monclar. On sera tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux qui sont en Russie pour avoir les premières réactions. Mais messieurs, quand même, parlons un peu des faits du match. On devait parler d'un fait de match, mais en fin de compte, c'est ce penalty qui débloque un peu tout. Griezmann qui marque, justement grâce à l'assistance vidéo. C'est l'une des premières. Et ensuite, comme vous le disiez, donc égalisation au bout de 3 minutes. Tout s'est passé en 5 minutes avec la vidéo. Tous les éléments possibles étaient réunis pour parler justement d'un fait de match. Oui, c'est incontestablement le fait du match, ce qui s'est passé en seconde période avec cette assistance vidéo qui a fait pencher la balance dans un premier temps en faveur des Bleus et qui a de toutes les façons très clairement là signé une entrée. Son entrée réelle dans ce mondial 2018. Hier soir, à l'occasion du match Espagne-Portugal, on avait pu s'interroger sur sa légitimité, son efficacité. Aujourd'hui, à l'occasion du match de l'équipe de France, effectivement, Jacques, l'assistance vidéo qui replace la faute australienne sur Griezmann à l'occasion de cette deuxième mi-temps, cette assistance vidéo, elle joue pleinement son rôle. Mais c'était pas évident à voir, parce qu'à pleine vitesse, l'arbitre est un peu loin, il est dans l'axe des joueurs. C'est vrai qu'Antoine Griezmann se fait toucher la jambe gauche, c'est pas le premier contact qui est fautif, c'est le deuxième, il y a penalty. Ça a servi à ça, c'est clair, c'est net. De la même manière, sur le but de Pogba, il n'y a pas eu besoin, parce que l'arbitre a eu le coup d'œil. Mais la balle était bien rentrée totalement dans le but, quoi. Voilà. Disons que là, pour le coup, ça a été très positif, et c'est vrai que c'est un événement du match que ces deux recours à la vidéo, le recours premier à la vidéo a changé le cheminement des choses. Alors nous accueillons sur le plateau donc Teddy et Vincent Duchesne qui reviennent justement pour nous faire part de leur analyse. On était en train de dire que ce fut difficile ce premier match, et justement on a vu l'assistance vidéo, les pénaltys, beaucoup de faits de jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous
Ça a été poussif. On sait que l'équipe de France a tendance à mal débuter ses compétitions. Enfin, ça a toujours été le cas. Et physiquement, on a senti une équipe qui n'était pas du tout à l'aise. On l'a vu contre les États-Unis la semaine dernière. Et là, on sent que la préparation physique est faite pour que l'équipe de France monte en puissance au cours de cette phase de poule. Donc, ce qui explique un peu le jeu qui était un peu ronronnant. Et donc, on a vu des Bleus qui ont vraiment déçu dans tous les secteurs, d'ailleurs. On a des déceptions à chaque poste, hormis Hugo Lloris qui nous a sauvés en première période avec une belle parade. Ouais. Justement, Vincent ? Moi, ce que je retiens, c'est que Didier Deschamps n'a pas hésité à sortir Antoine Griezmann à l'heure de jeu, au 70e. C'est un symbole fort, quand même, de se priver de sa star, parce que c'est la star de l'équipe de France. Parce que, justement, la France ronronnait, la France n'y arrivait pas. Et donc, Didier Deschamps n'a pas hésité à revoir son dispositif tactique, à remettre Olivier Giroud, à mettre un numéro 10 avec Nabil Fekir. Voilà, comme quoi, il n'y a pas de... Voilà, chaque joueur peut se retrouver sur le banc, peut être titulaire. Voilà, il n'y a pas de... Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Jacques l'avait annoncé. C'est vrai que Jacques l'avait à la mi-temps, il avait annoncé la possible entrée de Nabil Fekir. Il faut rendre hommage à Didier Deschamps. Parce que nous, en basket, par exemple, ou en handball, on peut faire beaucoup de changements. Lui, il n'en a que 3. Et il les a bien ciblés. On peut aussi dire qu'il s'est trompé dans sa compétition de départ. Oui, mais alors, je vais y aller clairement. Il y en a un paquet qui se sont trompés et qui réclamaient la tête de Giroud depuis un moment. Alors, je sais que l'entraîneur ne doit pas être influencé, mais il y en a un paquet qui rêvait de voir Dembélé, Griezmann et comment s'appelle-t-il, Mbappé ensemble. Et ça, c'est quand même... Ça marchera peut-être un jour, mais ce soir, c'était un truc de doux rêveur. Exactement. Voilà. Alors vous êtes très nombreux une fois de plus sur les réseaux. On salue Betty, Dorian, Catherine, Rose, Ekambi, Michel, Chris. On vous remercie de participer à cette émission. Alors on a Jules sur Facebook qui nous dit on sent le manque de meneur de jeu et l'inspiration, un manque d'inspiration chez les Bleus. Vous êtes d'accord On sentait au milieu de terrain que les milieux de terrain n'arrivaient pas à prendre leurs responsabilités. On a vu Tolisso, Pogba. Pogba a réussi en seconde période à user les Australiens en prenant les espaces entre les intervalles. Mais on voyait que Tolisso ne prenait pas assez ses responsabilités. D'ailleurs, c'est une des déceptions du match, alors qu'il avait été très bon en match amical. C'est vrai. Au niveau de l'animation, justement, de ce milieu de terrain. C'est ça le truc. Le ressenti du spectateur que nous sommes, c'est que quand la balle ne circule pas, on dit les milieux de terrain ne trouvent pas de solution. Mais est-ce que les attaquants proposaient des trajectoires ? Est-ce qu'ils étaient simultanément en mouvement ? Est-ce qu'ils occupaient l'espace ? Est-ce qu'il y avait des solutions ? Non, parfois il y a des courses qui doivent être inutiles. On doit courir pour se sacrifier sur un côté, pour que l'autre côté se libère. Je veux dire, dans tous les sports co, c'est comme ça. Et là, non, on voyait des joueurs devant, et même celui qui est resté sur le terrain, qui attendait la balle pour la prendre et dribbler. Il faut savoir alterner, oui, il faut utiliser le dribble, mais oui, il faut savoir prendre la balle en mouvement. Dans tous les sports co, la balle, le mouvement de balle est toujours le plus important. Et on n'a jamais eu ça. Et c'est la perception. Après, ils ne sont pas en condition physique, ils ne courent pas. Et en finalité, quand on perd, on dit ils n'ont pas mouillé le maillot. Non, mais c'est la caricature. Il n'y a qu'en water-polo qu'on est sûr de mouiller le maillot. Mais c'est ça, il n'y avait pas de circulation de balles. Voilà. On a Loïc sur Facebook qui nous dit « Deschamps a voulu faire confiance aux jeunes, mais ces jeunes n'ont pas eu de folie, d'insouciance. » Vous êtes d'accord avec Loïc ? Très clairement, le trio devant, c'est la grosse déception de ce match, quoi. On attendait justement de la folie, qui mette le feu dans la défense australienne, et on ne l'a jamais vu. Dembélé a quasiment pas existé. Griezmann et Mbappé, leur relation technique, on l'a pas vu, peu vu, pas vu. Et Mbappé a cette fâcheuse tendance à vouloir trop en faire, à vouloir garder le ballon, à pas jouer assez simple. Et ça s'est encore ressenti aujourd'hui, quoi. Et ce trio a raté son entrée dans le mondial. Et ça s'est d'autant plus vu, cette entrée ratée du trio, lorsque effectivement Olivier Giroud est rentré dans l'axe de l'attaque, qu'il a déplacé Kylian Mbappé sur un côté. Et justement, à partir de ce moment-là, au fil des minutes, on a senti une équipe de France beaucoup plus stabilisée. Nabil Fekir, lui aussi, était présent et apportait sa pierre à l'édifice au milieu du terrain. Mais devant, on a senti là le pivot Giroud stabiliser un ensemble.
et Mbappé finalement repoussé sur le côté gauche, beaucoup plus en vue, beaucoup plus finalement dans un style emballant qu'il l'avait été jusqu'à présent dans l'axe. Et l'action de but de Pogba le montre. C'est Giroud qui fixe, petite remise, dos tourné au but, à l'ancienne, enfin... Voilà, et c'est vrai qu'Mbappé, Laurent a raison, sur le côté gauche a mis le feu. Quand le gardien sort devant lui, voilà, l'équipe s'est retrouvée une cohérence. Alors on va dire les 3 changements. Matuidi aussi, dans son registre de piston, a apporté. Les 3 changements ont été positifs. Alors oui, j'entends, il s'est peut-être gouré dans la composition de départ, mais au moins il a su la corriger. Après... Alors, bien, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut faire confiance justement aux anciens, ceux qui étaient là, qui connaissent l'équipe, comme chaque Matuidi, comme Giroud. Chaque match a son histoire, et les adversaires ne sont pas les mêmes. Et puis on va voir ce que le Pérou va faire, puisque c'est le prochain adversaire, face au Danemark. Une égalisation 3 minutes après avoir marqué un but, on le disait, une équipe jeune. Est-ce que justement, c'est pas ça l'illustration même d'une équipe qui n'a pas vraiment d'expérience et qui ne sait pas forcément gérer les temps forts, les temps faibles ? C'est surtout quand ils égalisent les Australiens, on sent vraiment du flottement dans la défense française et il n'y a personne pour rameuter les troupes, pour dire allez les gars on repart, l'égalisation c'est pas grave. Et on a senti pendant 10-15 minutes que les Français n'y étaient plus quoi, et qu'il y avait gros danger d'en prendre un deuxième. Et c'est là justement où Didier Deschamps fait ses changements pour redynamiser un peu le groupe, remettre Matuidi pour colmater les brèches au milieu, Giroud devant pour faire son jeu en pivot. Et voilà, il faut dire bravo à Didier Deschamps, puisqu'il l'a senti au bon moment qu'il fallait faire ces changements. Je suis d'accord en plus, on leur donne le but, quoi. Oui. On n'est pas spécialement en danger. On leur donne. Cette main d'Umtiti, elle vient de nulle part. Incompréhensible. Exactement, incompréhensible. C'est rare de voir des défenseurs avec de cette qualité. Voilà, défenseurs de Barcelone sauter avec les mains. Mais ta remarque est tout à fait juste. On peut s'interroger effectivement si finalement ce geste, ce mauvais réflexe, on a l'impression de voir Umtiti à l'entraînement. Sur un centre à l'entraînement au Barça, et cette main, ce point qui surgit. D'ailleurs, le défenseur l'attaquant australien qui lui fait face, lui signale bien, il lui montre bien qu'il a levé le point de manière totalement incongrue. Et on a l'impression d'avoir vu Umtiti à l'entraînement, là, et on peut s'interroger, effectivement, tu as remarqué juste, pardon pour revenir à mon idée de départ, Charles, mais tu as remarqué juste, est-ce que c'est pas le fruit là, pour le coup, l'illustration d'une forte inexpérience, finalement d'un laisser-aller coupable, alors même qu'un but que l'équipe de France qui a souffert vient de prendre l'avantage, d'une attitude finalement un peu irresponsable parce que liée à un accès de jeunesse. Mais justement, on a gagné aujourd'hui, l'équipe de France a gagné, nous n'étions pas sur le terrain, mais on est tous supporters. L'équipe de France a gagné aujourd'hui, mais au final, on a l'impression qu'on a plus d'incertitude, que ça nous fait plus peur. En gros, on ressort de ce match en se disant l'équipe est trop jeune, égalisation Teddy. On le savait déjà, déjà avant de toute manière. L'équipe aujourd'hui était la plus jeune dans un mondial depuis 1930, donc une relative inexpérience. Pour moi, en tout cas, les problèmes, ils sont là et ce match ne me surprend pas finalement. Je m'attendais à ce que cette équipe de France ait des difficultés dès le premier match. Moi, je parle de jeunesse, la jeunesse, l'âge ne me pose pas de problème. La valeur n'attend point le nombre des années. Quoi qu'il en soit, ensuite, quand on regarde le nombre de sélections de l'ensemble de l'équipe, et en particulier, puisqu'on parle d'Umtiti, dans son cas, il doit être autour d'une quinzaine, une petite vingtaine de sélections. On peut peut-être là trouver un ersatz d'explication. Encore que, ce match a paru se décanter de manière assez bizarre. Moi, je crois quand même que c'est devant que ça a un peu tout travesti, parce qu'on avait une attente terrible devant, et cette attente n'a pas du tout été effective. Je suis tout à fait d'accord sur le principe du cheminement. Ça peut être une compétition qui dure un mois ou presque. Donc être au taquet physiquement le premier jour, c'est peut-être pas la solution. Après, la jeunesse, moi je suis comme Laurent, je veux dire, c'est pas la carte d'identité. Les gars, ils jouent dans des grands clubs et tout. C'est plus la complémentarité qu'on n'a pas trouvée aujourd'hui. C'est vrai je parlais d'expérience en compétition internationale. Dans une Coupe du Monde. Pareil. Voilà, c'est un autre contexte, quoi. C'est vrai qu'il y a peu de joueurs finalement de rescapés de 2014 et tout ça, mais bon, je suis pas inquiet pour ça. Ils ont appris aujourd'hui.
Beaucoup de réactions encore sur les réseaux, sur le player du Figaro. Je vous le rappelle, n'hésitez surtout pas à venir poser vos questions, expliquer ce que vous pensez de ce match. Nos journalistes et notre invité Jacques Monclar est ici pour vous répondre. Et on a Anthony qui nous dit Fekir a amené de la technique, il a accéléré le jeu tout en le contrôlant. Et on va revenir dessus. Mais Nicolas, ça m'interpelle un petit peu son message. Il nous dit vidéo 2, Australie 1. Qu'est-ce que tu sous-entends, Nicolas ? Sur le deuxième, il n'y a pas vidéo. L'arbitre l'accorde direct. Ouais. Donc la France n'a pas gagné grâce à l'arbitrage. Je sais pas, il voit pas la faute, Nicolas, sur le premier. Je sais pas. Nicolas, réponds-nous. Voilà. C'est quand même généreux. La faute est généreuse quand même. Je sais pas si Jacques est d'accord, mais. Touché. Il y a un léger contact, mais il n'y aurait pas eu de scandale si ça n'avait pas été sifflé non plus. Voilà. Moi, je trouve que la faute est incontestable et qu'elle est montrée par la vidéo. Le pied gauche de Griezmann est clairement touché par le défenseur, en fin de tacle. Donc, une faute dans une surface de réparation, la sanction, c'est le tir au but. C'est toute la complication de l'arbitrage vidéo, parce que là, on n'est pas d'accord. Donc, c'est toujours l'interprétation de chacun. Alors que la vidéo est censée justement mettre un clarifier. C'est l'éternel débat. Voilà. Messieurs, on a le retour de l'un de nos envoyés spéciaux, Baptiste Després. Je vous rappelle que 3 de nos envoyés spéciaux du Figaro sont en Russie et nous envoient des messages par WhatsApp. C'est les messages que vous voyez juste au-dessus et on les aura en direct dans quelques minutes. Alors donc, Baptiste Després nous dit « Le coaching a fait du bien aux Bleus, preuve que ce groupe des 23 possède différents profils intéressants. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est une manière de voir le verre à moitié plein, d'une certaine manière. Oui, parce que d'une certaine manière, Didier Deschamps avait les armes sur le banc pour modifier son équipe et modifier le cours du match. Il a offensivement beaucoup de possibilités, que ce soit avec Giroud, avec justement son rôle en pivot, les joueurs qui peuvent mettre le feu comme Dembélé et Mbappé. Il y a beaucoup de coachs qui aimeraient, à mon avis, avoir autant de possibilités sur le banc. On a un banc très fourni qui peut nous permettre, si ça tourne bien, d'aller loin dans cette compétition. En conférence de presse il y a 2 jours, je me souviens très bien qu'avoir entendu Didier Deschamps évoquer déjà, en répondant à certains de nos confrères probablement un peu doux rêveurs, qui évoquaient justement le trio offensif potentiellement mis en place, Didier Deschamps répondait déjà il y a 2 jours qu'il ne s'interdisait pas le droit de changer de dispositif. Il l'a fait pendant ce match et ça a payé. Plus classique. La rentrée de Fekir et de Giroud a amené un plus cohérent, plus classique, avec ce qu'on appelle un 10, un joueur d'axe central qui peut donner à droite, à gauche et qui apporte une touche technique, et un joueur de pivot qui va aller au combat, qui va batailler de la tête, sur lequel on peut faire des relances, qui va ressortir le ballon, qui est passeur décisif sur l'action de Pogba, sur le but de Pogba. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il a plusieurs cordes à son arc, et heureusement. C'est bien pour ça qu'il y a 23 joueurs. Sans ça repartira à 14. Vu comme ça, c'est certain. Et on peut finalement, à l'issue de ce coaching et de ce match, et des décisions qu'a pris Didier Deschamps, finalement, lui doit être et peut être satisfait, puisque quelque part, ces changements, ce coaching payant, valide la construction de son groupe. Il a été beaucoup questionné, beaucoup interrogé sur le fait, effectivement, d'avoir emmené des garçons, un garçon comme Ousmane Dembélé, ou d'avoir préféré, par exemple, même s'il s'était imposé lors de la session des matchs amicaux, Tolisso. Voilà, Tolisso n'a pas été bon aujourd'hui. Fekir, qu'on n'attendait pas forcément, qui était en balance avec un Dimitri Payet, par exemple, au moment de la constitution de la liste. Fekir est rentré, il a emporté la rencontre, en tout cas l'équipe de France derrière lui, vers la victoire. Deschamps peut être satisfait. Et on peut dire aussi, par rapport à l'expérience, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, ils sont très jeunes, et ils sont jeunes en expérience équipe de France. Ça a presque été les 2 des plus solides ce soir. Donc l'histoire de l'expérience, c'est plus un contexte de match, de réussite, de placement, de trouver du rythme et de rentrer dans le truc. Il y en a qui ne sont jamais rentrés dans leur truc.
le petit Corentin Tolisso est jamais vraiment rentré dans le truc. Les deux gamins sur le côté, les latéraux, ils sont rentrés dans leur match et ils ont été hyper propres. Là aussi, c'est un choix fort de Didier Deschamps, justement, de les avoir mis. Mais peut-être qu'il C'est va... forcé, c'est un choix forcé aussi. Un Par forcé. rapport aux blessures de Mendy et Sidibé. On a Aïssa sur les réseaux qui nous dit on a eu de la chance de tomber dans ce groupe. Autrement, on ne passe pas les poules. C'est quand même un peu défaitiste après une victoire. Vincent, une réaction, Vincent? C'est la chance à Deschamps. Hein. il en a toujours eu sur les tirages au sort. Voilà. Après, notre groupe est là. Voilà, on a le groupe C, Australie, Danemark, Pérou. On n'a pas le groupe le plus facile qui soit dans cette compétition. Et tous les matchs vont être difficiles. Il va falloir aller au charbon. On l'a vu aujourd'hui. Contre le Pérou, ça ne va pas être une partie de plaisir non plus. On a souvent du mal face aux équipes sud-américaines. Et puis après, en troisième match, il y a le Danemark. Donc rien n'est fait. On a gagné 2-1. Voilà, on est soulagé. Mais il va falloir y aller. On a un nouveau message de Baptiste Després, notre envoyé spécial, qui nous dit « Ce match va faire du bien aux Bleus et leur montrer par où il faudra passer pour exister dans cette compétition. Le beau ne suffira pas. » Je pense qu'aujourd'hui, on l'a compris. Vilain des fois pour gagner, oui, ça existe. Ouais, Le plus important, c'est les 3 points. Hein. Parce Mais qu'on on a l'impression, de toute façon, on a l'impression que sous Deschamps, il y a rarement eu des matchs flamboyants, même à l'Euro 2016. Voilà, c'est la marque de fabrique de Deschamps. C'est un entraîneur pragmatique et il veut avant tout que son équipe soit bien organisée et voilà, exploite parfois les contres. Pour en revenir à la question du groupe, je trouve que, et c'est historique, et pas qu'en foot, le français, les sélections françaises, souvent, s'adaptent au niveau qu'on leur propose et ne sont pas souvent capables d'imposer quelque chose. C'est une de nos caractéristiques, mais endémique, quoi. C'est un truc qui nous caractérise. On match le niveau qui est proposé. Ce qui fait que contre des équipes de niveau moyen, on dit on est moyen, et puis on va faire un grand match contre l'Espagne, l'Allemagne ou qui vous voulez. Voilà. C'est souvent comme ça. Mais bon. Justement, on le voit dans les vainqueurs certaines fois d'édition. On voit l'Espagne qui perd son fameux match lorsqu'ils sont champions du monde 0-1 contre la Suisse et qui ensuite remporte cette édition avec des matchs gagnés 1-0. Pourtant, une équipe sur le papier flamboyante, technique. Au final, c'est peut-être bon signe d'avoir fait ce match un peu raté au niveau offensif. C'est difficile de comparer les deux. Hein. L'Espagne, quand même, part de plus loin, a une philosophie de jeu. Malheureusement, pour l'équipe de France, on ne voit pas trop la philosophie de jeu. Il n'y a pas une continuité dans les productions. Donc, voilà, le style Deschamps est difficile à décrypter. Lors de l'avant-match de France-Australie, Vincent, qui était autour de la table, soulignait, en fait, pour le coup, pardon, c'était à la mi-temps, excuse-moi, soulignait le fait que ce démarrage difficile en première mi-temps de l'équipe de France, lui rappelait ce match d'ouverture de l'Euro face à la Roumanie. Et il évoquait la possibilité finalement de terminer pour l'équipe de France sur le même score. Encore bien vu, Vincent. Hein. Il est allé jouer à la mi-temps. C'est ça. Ou sur les chronos, j'aurais dû. Parce qu'à l'occasion de l'Euro 2016, la France avait battu la Roumanie 2-1 et l'équipe de France, là... Et à la 89e, donc c'était encore plus juste que là, quoi. Un dernier message justement de Baptiste et qui corrobore un petit peu tous nos propos. Malgré tout, aucune identité de jeu. Peu de fluidité au milieu, un trio offensif qui ne s'est jamais trouvé. Bénéfice du doute du début de compétition, mais il faudra faire beaucoup plus pour assumer le statut attendu. Alors Baptiste, je ne veux pas l'embêter, il est là-bas. Il va pouvoir répondre tout à l'heure. Ouais, mais moi je trouve que finalement, est-ce que l'identité, c'est pas ce qu'on a vu à la fin ? Et que c'est cette identité qu'on reprochait à Didier Deschamps avec Giroud en axe et tout le monde disant, malgré ses 31 buts marqués avec l'équipe de France, que c'est Giroud, on préfère le talent de machin. C'est peut-être ça l'identité de l'équipe de France. C'est peut-être ça. C'est peut-être d'avoir Matuidi en piston. C'est peut-être ça l'identité de l'équipe de France. Alors voilà, mais bon, on verra. Le débat, alors moi j'aime pas quand on met philosophie et sport dans les mêmes phrases. Je trouve que les entraîneurs qui parlent de leur philosophie sont des gens qui n'ont pas dû vraiment lire des philosophes. Et je pense plutôt des méthodes, des schémas, des systèmes. Il faut rester modeste quand même et arrêter les grands mots. Donc philosophie, oui. Identité de jeu, l'identité, premier match, c'est surtout le gagner. Après, le reste... Beaucoup de réactions encore sur les réseaux. On a Magali sur Facebook qui nous dit match éprouvant mais que la confiance règne. Elodie qui nous dit je m'attendais à un 7-0. Messieurs, vous attendiez à un 7-0 12. 12-0 plutôt 12-0, oui, bien sûr. Bon, on y était proche.
Et on a Victor qui lui attendait un 3-1 pour revenir un petit peu sur le score. C'est voilà 2-1. L'équipe de France a fait ce qu'elle avait à faire. Vous attendiez à un score comme ça? Peut-être pas aussi étriqué, mais c'est vrai que ça donne confiance pour le groupe, pour la suite. C'est toujours bon de gagner le premier match, c'est super important. Tous les observateurs le disent, tous les anciens joueurs, les champions du monde 98 le disent aussi. Donc maintenant, les Bleus peuvent s'appuyer sur ce match pour construire les autres victoires. Et puis, pour Didier Deschamps, il pourra aussi changer son équipe parce que je pense qu'il sait qu'il s'est trompé pour ce premier match. Oui, parce que justement, il a mis une équipe très offensive avec des joueurs, 3 joueurs devant qui vont très vite avec Giroud absent, donc pas de point de fixation. Si cette équipe ne marque pas 3-4 buts par match, ça sert à quoi? C'est-à-dire même gagner les matchs 4-3, on comprendrait peut-être la philosophie de jeu de Didier Deschamps. Non, mais face à une équipe australienne qui était assez rugueuse athlétiquement, voilà, je pense que le choix de Giroud n'aurait pas été un scandale, quoi. Surtout en dominant, surtout en s'attendant à avoir une équipe placée, regroupée. Ouais. Bien sûr, sur attaque placée, donc sur demi-terrain, pas avoir l'espace pour faire des brèches, des passes en profondeur, ce qui nous a amené le pénalty quand même, là, une passe en profondeur. Mais voilà, en France, on a toujours tendance à mésestimer les adversaires aussi. Ce sont des gars qui se sont préparés depuis un mois, alors peut-être qu'ils vont craquer. Et maintenant, si jamais il y a un nul entre le Pérou et le Danemark, qu'on ait le bonheur de battre le Pérou, vous savez que le 3e match, vous pourrez faire tourner l'effectif, ce qui est bien pour l'ambiance générale du groupe, ce qui est bien pour la condition physique des uns et des autres, pour le repos ou pour garder du rythme. Bref, gagner le premier match, tu as totalement raison. C'est fondamental dans la gestion d'un groupe sur le mois qui vient. Baptiste, nous avons encore un message. Pas impossible que les vieux comme Giroud ou Matuidi refassent surface contre le Pérou. Entrée de jeu intéressante aujourd'hui. Alors, je pense que Didier Deschamps va se poser la question et de savoir dans quelle mesure il a besoin de s'appuyer sur des cadres plus expérimentés, peut-être également sur un schéma que eux peuvent incarner plus classique. Jacques posait la question de savoir si c'est pas finalement ce schéma-là qui convient le mieux aux Bleus aujourd'hui. Didier Deschamps va se poser la question et si il se pose la question, les réponses passent évidemment par des joueurs de ce profil-là. Giroud à la pointe de l'attaque, effectivement Matuidi en pistant côté gauche dès le début de la rencontre, Fekir peut-être comme créateur, et effectivement, voilà des options qu'on pourrait retrouver face au Pérou, qui est probablement l'équipe, la sélection la plus homogène, rugueuse, qui sera proposée à l'occasion de ce premier tour. Notre groupe est rugueux globalement. Notre groupe sont des équipes rugueuses, parce que le Danemark, ils ne donnent pas leur part aux chiens non plus. Après, il y a la partie, s'il enlève un joueur, il faut le maintenir mentalement, pas le culpabiliser. Il va se poser le problème de Umtiti derrière, quand même, c'est une grosse faute qui a été faite. Donc tout ça, c'est à lui et à Guy Stéphane et à tout le staff de gérer le mental des gars. De ceux qui sont en appel de jouer, qui sont rentrés, qui ont été bons, qui vont donc attendre le retour. De ceux qui savent, Corentin Tolisso, Samuel Umtiti, qu'ils n'ont pas été... Pogba sauf son match avec le but. D'ailleurs, Griezmann qui est sorti, il a sorti son attaquant numéro 1. Donc tout ça, c'est de la gestion mentale et psychologique. Les gars sont informés de ce qui se dit dans les journaux, dans la presse, dans les médias. Donc tout ça, il va y avoir il y a une gestion, c'est dur. C'est un exercice de style, c'est un peu du funambulisme. Il faut rester sur le fil, quoi. Didier Deschamps l'a déjà fait. Si on revient à l'Euro 2016, on se souvient qu'au 2e match contre l'Albanie, il n'hésite pas à mettre Griezmann et Pogba sur le banc, parce qu'ils n'avaient pas été bons sur le premier match. Donc c'est pas impossible que Matuidi et Giroud soient là contre le Pérou. Et pourquoi pas Griezmann pourrait une nouvelle fois s'asseoir sur le banc, voilà, pour qu'il retrouve un second souffle, pour qu'il retrouve toutes ses qualités. Et on avait vu contre l'Albanie, justement, il était rentré en jeu. Et c'est lui qui avait fait la diff. Et Vincent, il peut aussi faire passer l'idée, vous êtes mes impact players venus de la touche. Et on va rester sur cette structure pendant un moment. C'est lui qui va décider. Voilà, on verra bien. Baptiste Després est de retour. Il nous dit même étriqué, cette victoire va faire du bien aux têtes et permettre aux Bleus de revenir dans leur trou d'Istra, l'esprit léger. La semaine aura été longue, un peu dure sur Istra, mais voilà ce que nous dit Baptiste quand même.
cette victoire fait du bien, ils vont engranger de la confiance et puis peut-être qu'on verra du mieux par la suite. Sur le plan mathématique, il est évident que cette victoire, elle est la bienvenue, même étriquée, même à 2-1, avec un premier but déclenché grâce à l'assistance, avec l'assistance vidéo. Donc oui, évidemment que ça y est, les Bleus rentrent par une victoire dans leur mondial, et avant de prendre... une fois qu'ils auront pris leur douche et qu'ils s'assiront devant les télévisions pour suivre Pérou-Danemark cet après-midi un peu plus tard, il vaut mieux regarder ce match en ayant 3 points dans la besace et une victoire même étriquée que d'être resté sur un vilain 1 partout qui aurait, là, pour le coup, offert d'autres perspectives. Et en souhaitant le nul. Bien sûr. En souhaitant le nul, bien Entre évidemment, entre le Pérou et le Danemark, ce qui serait un pain béni pour la journée, quoi. Après, sur Griezmann, il y a un truc aussi, peut-être. Hein. Oui, vas-y, Jacques. La décision. La fameuse. Et je pense La qu'un décision, joueur je rappelle quand même, c'est laisse la du gaz. vidéo. Un joueur laisse du gaz. En plus, cette parodie d'un truc que je connais assez bien, puisque c'est la parodie de LeBron James. Je pense pas que c'est été apprécié. Alors déjà, les médias espagnols l'ont démonté. Et ensuite, je pense que le staff, comme sur les images qu'on voit, je vois des joueurs dans les tribunes avec papa, avec maman et tout. Je sais pas si c'est bien souhaitable. Hein. Il y a un temps pour tout. La compétition, c'est aussi être dans un tunnel. Alors, de temps en temps, on sort du tunnel, hein, c'est organisé. Mais dès la fin du match, aller dans les tribunes avec les parents, comme j'aperçois là, je ne sais pas si c'est la meilleure des choses. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On a Yamani sur Facebook qui nous dit, pour moi, dans cette équipe, Giroud est indispensable. Il faut le reconnaître, c'est lui le leader de l'attaque. On parlait de ça en début d'émission, on se demandait quel est le leader. Et bien au final, celui qui n'était pas sur la feuille de match contre l'Australie. On a Julien qui nous dit bravo la France, match très compliqué quand même. Et Eliejo qui nous dit le but de Pogba très stylé, bel esprit d'équipe, non? Pour revenir sur Giroud, en tout cas, le vent tourne vite. Hein. Il y a quelques jours, on disait Giroud, il faut le mettre. C'est ça, il faut le mettre sur le banc, il faut mettre les petits jeunes. Et puis là, au final, on se rend compte que finalement, c'est Giroud qui est indispensable, qui est incontournable. Donc dans le football, ça va tellement vite. En quelques minutes, on peut changer d'avis comme de chemise. Et pour Pogba, pareil. Oui, pour Pogba, c'est la même chose. Et très sincèrement, il a sorti Griezmann et Dembélé. Dembélé, ça paraissait plus... S'il sort Mbappé et Dembélé, vous criez au scandale? Non. C'est pareil, il fait un choix. C'est la même chose. Et ça s'est bien passé, tant mieux. Et Mbappé a été plutôt meilleur après. Mais bon, voilà quoi, il n'y avait rien à dire. Ça n'a pas marché devant. Ça n'a pas marché devant, ça marchera peut-être la prochaine fois. Un petit mot sur le travailleur de l'ombre de l'équipe de France. Tellement travailleur de l'ombre que depuis le début, on n'a pas cité son nom une seule fois. On a arrêté. N'Golo Kanté, donc 14 ballons récupérés. Que penser de ce match? On a dit que le milieu de terrain marchait moyen. N'Golo Kanté satisfaisant aujourd'hui? Ah oui, plus que satisfaisant. Surtout que face à des Golgoth, il y avait quand même beaucoup de grands gabarits. Il a réussi à s'en sortir. Et il est quand même au poste de sentinelle, qui n'est pas vraiment son poste en club. Il est plutôt plus relayeur, et c'est vrai qu'il se débrouille quand même pas mal pour protéger la défense. Après, j'attends de voir contre des équipes quand même plus réputées. Quand même. Il a d'autant plus de mérite qu'il était un peu isolé avec 2 joueurs à tendance plus talentueuse offensive que sont Tolisso et Pogba. Je pense qu'N'Golo Kanté, on le verrait encore plus avec Matuidi. Parce que et au fil du match, on l'a vu à la fin, il nous fait un truc côté gauche qui est magnifique. Ouais. Ce joueur-là, il assure toujours. Lui, c'est un bonheur, lui, pour un coach. Mais... effectivement, en deuxième mi-temps, on n'a pas eu l'impression au milieu du terrain, dans la lutte pour le ballon au milieu du terrain, on n'a pas eu la même impression qu'en première mi-temps, où après les 10, 12, 15 premières minutes, on avait senti l'équipe de France finalement s'éteindre, et en particulier au milieu du terrain perdre la bataille à la fois de la construction du jeu et de l'impact physique. En deuxième mi-temps, on a moins eu ce sentiment-là, même si on a pu être frustré par moments sur le volume de jeu développé, mais on a moins ressenti ça. Et je pense que pour le coup, N'Golo Kanté y est pour beaucoup. Quand on regarde les stats de possession de balle, à la mi-temps, les deux équipes étaient à peu près équivalentes. Oui, on était à 49-51 environ. À la fin du match, on est à 57-43, ce qui signifie qu'en deuxième mi-temps, l'équipe de France, en termes de possession de balle, a creusé l'écart pour pouvoir, en termes de moyenne sur l'ensemble du match, là aussi reprendre de l'avance. Et je pense qu'N'Golo Kanté y est pour beaucoup. On l'a
probablement peut-être il a été discret dans ses apparitions balle au pied, mais il a certainement joué un rôle de l'ombre important. Baptiste, qui est en conférence de presse donc, à Kazan, nous dit « Le coach australien, donc, il cite « Je suis fier et déçu, on perd sur un but chanceux et un pénalty controversé. Rien à reprocher à mes joueurs, on méritait le nul. » Vous êtes d'accord avec cette déclaration ou... Il défend son équipe. Oui, voilà, il est dans son rôle. Oui, mais bon, il n'a pas tort sur ce qu'il dit. Maintenant, leur pénalty, il est chanceux aussi. Oui, parce qu'on ne s'attend pas à ce que Titi saute les bras en On l'air. peut toujours, oui, mais comme dit Laurent, il défend son beefsteak et son équipe. Et puis voilà. Une petite information qu'on a eue, la FIFA a désigné comme homme du match Antoine Griezmann. Donc c'est un peu étonnant, justement, on va faire un petit tour pour savoir quel est votre top. C'est pourquoi pour le penalty, pour la popularité du joueur. Vous trouvez ça normal, vous ? C'est assez étonnant, oui. Effectivement, c'est pas le joueur qui a le plus brillé lors de cette rencontre, à part son penalty transformé. Brillamment, oui. Oui, brillamment transformé, puisque le gardien n'a même pas bougé, n'a même pas esquissé le moindre geste. Donc oui, hormis ce penalty, je vois pas en quoi il mérite le titre d'homme du match. Mais bon. Petit tour de table pour vous. On va peut-être commencer par Teddy. Ton joueur, le joueur phare, le meilleur joueur du match. L'homme du match. J'ai bien aimé Pogba quand même. Il est sur les 2 buts, parce que c'est lui qui lance. J'ai oublié le nom du joueur qui a provoqué le penalty. C'est Griezmann, oui. C'est lui qui lance et c'est lui qui marque le but vainqueur. Et pour un joueur qui était très contesté, je trouve qu'il a quand même été à la hauteur de ce match. Ouais. Vincent ? Moi aussi, je vais choisir un joueur qui a été contesté, Hugo Lloris, parce qu'on n'oublie pas cette parade en début de match. Ouais, à 17e. Voilà. Si jamais les Bleus sont menés 1-0 contre l'Australie, c'est pas la même histoire. Donc voilà, le seul petit bémol, c'est encore ce penalty qu'il n'a pas. C'est pas sa spécialité. C'est pas sa spécialité. Je crois que sur les 11 derniers, il n'en a pas arrêté un seul en équipe de France, donc ça commence à faire beaucoup. Mais bon, après, c'est aussi la roulette russe, les pénaltys, donc c'est pas sa spécialité, tant pis, mais voilà, je retiens cette parade décisive en début de match. Laurent ? Je crois savoir ce que mon ami Jacques Monclar va souffler comme nom, qui n'a probablement pas été proposé jusqu'à présent. Par avance, je pense que je suis assez d'accord avec lui. Mais quoi qu'il en soit, on va voir ce que tu vas dire. Quoi qu'il en soit, moi j'ai bien aimé, pour le coup, l'attitude de Hernandez à l'occasion de cette rencontre. Je l'ai aimé volontaire en première mi-temps. Il a été à peu près le seul en première mi-temps à essayer de mettre une flamme. Et puis en deuxième mi-temps, on l'a moins vu, mais parce qu'il s'est concentré sur son rôle défensif. Et je trouve que pour la suite, c'est un vrai motif de satisfaction. Moi, les deux latéraux. Oui. Les deux latéraux, je ne les sépare pas. Pavard et Hernandez. Pavard et Hernandez. Je trouve qu'ils ont été nickel, impeccables, et c'est une vraie bonne surprise, vraie bonne révélation. Je suis beaucoup plus sur la pointe des pieds avec Pogba, parce que je trouve qu'il a un potentiel énorme, mais il tient trop le ballon, et c'est trop lent comme transmission. Avec son physique et sa qualité technique, ça doit fuser beaucoup plus vite que ça. Et il retient le ballon. Lui, comme Mbappé, pour l'équipe, il faut qu'il le lâche plus vite. Et je pense qu'on montera d'une division. Mais on lui demande d'être décisif aussi. Et pour le coup, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à lui reprocher au niveau de... Dans la récup, et dans l'opposition. Hormis les 10 premières minutes où on est là, on se fait croquer au milieu de terrain toute la première mi-temps. Et c'est quand même lui et Tolisso qui sont en première ligne là, alimentés devant. Alors je veux bien que devant, il n'y ait pas de 10 déjà à ce moment-là du match, parce que Antoine Griezmann, qui a l'habitude de décrocher, on pouvait imaginer que ça soit presque un 4-3-2, 1-2. Et là, c'était une bouillie de football. Mais d'ailleurs, c'est ce qui remontait d'ailleurs des commentaires de nos internautes en tout début de ce débrief. C'était le sens de leurs remarques. Mais pour Hernandez et Pavard, vous en parliez d'ailleurs, mais la question est de savoir comment ils vont réagir quand ils vont se retrouver sur le banc, alors qu'ils font des bons matchs à chaque fois qu'ils sont titulaires. Donc là, c'est Deschamps qui va devoir gérer. Je crois que Aimé Jacquet, à l'époque, commence avec Éric Dimeco et avec Angloma. Et puis ça devient Lizarazu Thuram, et ça a duré 10 piges.
pas 10, mais 8, ou 6 ou 8. Voilà, donc il faut prendre quand c'est devant. Hein. Justement, je voudrais vous parler justement des latéraux. On sait que le football, selon les périodes, marche des fois avec des effets de mode, comme le 4-3-3, ou alors avec des ailiers qui sont droitiers et qu'on met à gauche pour repiquer. Depuis 98, le début des années 2000, on a des latéraux qui montent énormément, qui sentent, comme Roberto Carlos, Cafu. À l'époque, c'était une exception et aujourd'hui, c'est la règle. Or là, on a des joueurs comme Lucas Hernandez et Pavard qui sont plus des latéraux, on peut dire, un peu années 80-90, qui défendent énormément et qui laissent de l'espace aux attaquants. C'est parce que c'est pas leur poste de formation aussi. Voilà, ils sont Pavard est plus milieu de terrain, voire défenseur central, et Lucas Hernandez est défenseur central de formation. Donc ce qui explique peut-être leur prudence, même si je trouve que Lucas Hernandez montre beaucoup, hein, il montre beaucoup de choses. D'ailleurs, il a subi beaucoup de fautes en première période, et c'est pas un hasard, il provoque beaucoup de balles au pied. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir ces profils-là qui sont différents de Mendy et Sidibé, qui sont plus offensifs. On a les plus de Baptiste Després, donc pour lui, Kanté monstrueux, Pogba décisif, les latéraux et Lloris présents. C'est à peu près ce qu'on a dit, on est tous à peu près d'accord, sauf sur Pogba, sur le match en lui-même, tout ce qu'il a donné sur... Décisif, il l'a été. Oui, voilà, décisif, il a été, c'est peut-être sur le contenu, voilà Jacques, on attend encore plus de Pogba. On a Jenny sur Facebook qui nous dit les premiers matchs sont éprouvants pour les deux équipes. Anne-Marie, bravo pour le premier match car ce n'est pas facile, mais la victoire est là, ils feront mieux pour la suite. Et justement, on vient de me dire que Hugo Lloris vient de faire une déclaration d'après-match. Il a dit tous les matchs seront difficiles, l'essentiel c'est d'avoir pris les 3 points. La fameuse. Il fallait bien que quelqu'un le dise. Là écoutez, c'est de l'info. Juste pour en revenir au message de Baptiste, ouais, qui évoque un Kanté monstrueux, lorsque on s'est nous posé la question de savoir, c'est peut-être aussi, cette remarque provient peut-être aussi de la différence qu'on a. On a regardé nous le match à la télévision. Exactement. Avec un réalisateur et donc un écran qui a tendance à se concentrer et à suivre le ballon. Lui était au stade, puisque Baptiste Després, je le rappelle pour nos internautes qui viennent d'arriver, est un des 3 envoyés spéciaux du Figaro en Russie. Il était lui au stade et avec cette vision davantage panoramique, beaucoup plus large, peut-être qu'il a pu remarquer, il a certainement pu remarquer davantage de travail. De box to box, enfin de surface de réparation à surface de réparation, il est beaucoup plus sensible quand on est au stade que quand on est devant l'écran. C'est une évidence. Parce qu'il y a les déplacements. Par contre, si Kanté est homme du match, c'est pas bon signe pour l'équipe de France. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de travail à fournir. Bon, ça aurait pu être Lloris. Ouais, on va positiver. C'est ça, pour relativiser. On a Lolo sur le Figaro.fr qui nous dit nos guerriers ont été moyens face à une équipe australienne bien meilleure qu'on ne le disait. Les jeunes attaquants ont subi, ça on est d'accord, les jeunes attaquants ont subi. Nos guerriers, qui sont les guerriers de l'équipe de France ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On cherche les leaders d'ailleurs dans cette équipe finalement. C'est Big Chanté Lizarazu qui disait récemment qu'il faut 5-6 leaders dans une équipe. Et là, on n'en trouve pas. On l'a vu d'ailleurs après le but encaissé cet après-midi. On n'a pas vu vraiment de joueurs capables de réussir. Ce qui me fait rire, moi, c'est que, je le disais avec des copains, ce qui manque à cette équipe, finalement, c'est Didier Deschamps, joueur. Ce type de joueur hyper besogneux, hyper efficace, hyper près du texte, hyper... Alors, N'Golo Kanté a des trucs comme ça, mais il n'en a pas le rayonnement technico-tactique, enfin tactique surtout. Mais c'est un peu ça qui nous manque. C'est un peu un joueur comme ça, un bon soutien intelligent, malin, dur parfois. Un guerrier, parce que on a notre premier carton à la 75e. C'est ça. Qui dit guerrier, dit effectivement, pas forcément leadership, mais en tout cas, un guerrier dans un premier match d'une grande compétition, imprime un style qui nous a peut-être certainement fait défaut en première mi-temps. On s'est demandé à certains moments si finalement nos joueurs, nos Français, n'étaient pas un peu trop respectueux de l'adversaire. Attention, je m'explique, quand je dis respectueux, je ne parle pas de transiger avec la règle. Je dis juste que, à certains moments, dans l'engagement physique, il faut... pour une équipe de haut niveau, se mettre au niveau de l'exigence qu'imposent les adversaires. Et à un moment, en première mi-temps, on s'est demandé si l'équipe de France
avait vraiment la capacité à y arriver, avait vraiment les guerriers pour le faire. On disait justement que la force de cette équipe, c'est d'avoir un groupe qui est solide avec beaucoup de joueurs, avec certaines fois des joueurs différents dans le style de jeu. Pourquoi ne pas avoir essayé Nzonzi, plutôt en 6, justement, un joueur d'1m90, à côté d'un N'Golo Kanté, ça récupère des ballons, ça met des coups, et pourquoi pas un Pogba au-dessus Après, on peut tout essayer, mais... Ça peut être un guerrier, Nzonzi, ça peut être le joueur qui met des coups, qui relance. Pour le coup, c'est son vrai poste, Sentinelle. Et il joue comme ça à Séville. Donc ce serait plus logique. Mais Deschamps à ses hommes, Kanté, Pogba, maintenant Tolisso qui est régulier, et Matuidi qui va sans doute revenir titulaire, je pense, pour le prochain match. Oui, Nzonzi a été pris dans la liste pour parer à une possible blessure ou à une suspension de N'Golo Kanté. Il voulait une vraie sentinelle, un joueur qui est capable de jouer devant la défense. Et c'est Adrien Rabiot qui en a fait les frais, justement. Parce qu'il, justement, il rechignait un peu à jouer sentinelle. Exactement. Donc oui, bien sûr que l'internaute a raison, il aurait pu rentrer, mais tant qu'N'Golo Kanté, comme vous le dites, est opérationnel à ce niveau-là, c'est un peu doublonné. Ouais. On a justement, on me dit dans l'oreillette que Lloris, justement, dans ses déclarations, a remercié les remplaçants. Donc, il est conscient quand même que l'affaire était un peu mal engagée et il peut remercier ses collègues, qui n'étaient pas partis pour jouer ce match. Ouais. Donc, c'est justement. Puis, alors là, je vais me permettre de dire ça. Ouais. Mais je crois que les groupes n'aiment pas quand il y a une trop grande influence de la vox populi et la vox des médias sur sortir un joueur. Et je pense que le fait que Giroud soit un peu mis au pilori, on va appeler un chat un chat, c'est pas sûr que c'était particulièrement par Lloris, qui est un ancien comme lui, très apprécié de gars comme lui, comme Mandanda, des tauliers comme ça, doivent la trouver un peu maussade, que tout d'un coup on oublie que le Gonze il est comme il est, mais il a mis 31 buts en équipe de France. Contre la Roumanie, il en avait mis un en ouverture de l'Euro, avec Payet qui avait mis le deuxième. Que tout ça, je pense que les joueurs entre eux, les anciens, Varane en fait partie, même s'il est jeune, c'est un ancien, il a 40 sélections, ils n'aiment pas quand il y a trop de focus sur une tête de Turc. Voilà. Tête de Turc bandé d'ailleurs, en l'occurrence. Je crois qu'il a eu 17 ou 18 points. Ah non, c'était son adversaire qui a eu 17 points, justement. Il a gagné. Belle victoire, en tout cas, d'Olivier Giroud. On a encore un message de Renaud Toffier, notre envoyé spécial en Russie, qui nous dit sur l'ambiance au coup de sifflet final, ce sont encore une fois les Australiens qu'on entendait le plus, malgré la défaite. Alors, une explication, justement, sur le fait que les Australiens étaient présents en masse dans ce stade, comparé aux supporters français. Jacques, tu as expliqué pendant la mi-temps que c'était quand même... Ce sont des voyageurs, historiquement, c'est un peuple qui se déplace, et puis c'est finalement de leur côté du monde aussi. Puis il y a un engouement, on l'a dit, c'est le sport qui a le plus de licenciés maintenant en Australie. Ils accompagnent, c'est un événement, ils viennent aux Jeux Olympiques. C'est un peuple qui voyage, puis en plus quand on est des Iliens comme ça, même si c'est une grande île, c'est une île-continent, ça se déplace, voilà, ça se déplace. On peut dire quand même que l'équipe de France, lorsqu'elle joue au Stade de France, n'a pas un public non plus qui transcende. Ils sont plutôt habitués à ne pas avoir, sans dire de méchanceté sur les supporters français ou quoi que ce soit, c'est pas non plus le public le plus c'est virulent. C'est culturel chez nous, on n'a pas... je vais pas être méchant, mais on n'a pas des vrais spécialistes de foot, donc forcément, ils se déplacent moins en nombre dans les grandes compétitions. C'est rarement les Français qui sont en surnombre au niveau des supporters. Bon, c'est pas forcément un désamour aussi, ça fait partie de la rien culture, d'être dans les stades, En tout cas, il y a chez les anglo-saxons, et les Australiens en sont une bonne illustration, il y a chez les anglo-saxons cette volonté de supporter son équipe, qu'on parle des Australiens, qu'on parle des Néo-Zélandais, on le voit très souvent sur les mondiaux de rugby, mais qu'on parle évidemment des Britanniques quand on évoque le football ou encore d'autres sports. On verra les audiences télé, c'est toujours intéressant. On a vu que France 98 en soirée avait fait 7,3 millions, je crois, c'est ça, 7,4 millions. Si là on ne fait pas largement plus, il faudra se poser les bonnes questions.
On a quelques petits soucis vidéo justement avec nos envoyés spéciaux. On va peut-être les avoir par téléphone s'ils sont là. On devrait le savoir dans quelques secondes. Je rappelle que Baptiste Després, Guillaume Loisy, Renaud Toffier sont présents à Kazan et qui nous font vivre tous les matchs de l'équipe de France durant tout ce dispositif. Nous serons présents, je le rappelle, pour tous les matchs de l'équipe de France en amont, à la mi-temps et en après-match. Et n'oubliez surtout pas que Sport 24, il y a le live text, donc pendant le match, vous pouvez le suivre. Le Figaro est présent tout le temps du match, avant, pendant et après. Écoutez, je pense qu'on les aura dans quelques minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en attendant d'avoir nos envoyés spéciaux? On regarde vers l'avant. Prochain match de l'équipe de France, c'est contre le Pérou. Match difficile. On disait une équipe qui a une belle cohésion, non Laurent? Ah oui, alors au-delà du fait que c'est à mon avis le plus beau maillot de ce mondial, un mythique, vous savez, tout blanc avec cette bande rouge qui, voilà, en diagonale, vient signer cette équipe Blanquerroja. C'est ça? Là, tu me poses Je suis pas hispanophone du tout. Ils ont deux surnoms, les Blanquiroras et Los Incas. Donc au-delà de leur esthétique, voilà, de l'esthétique de leur maillot, effectivement, les Péruviens constituent un groupe qui est redoutable. Ils ont très très bien figuré à l'occasion, Teddy, des qualifications sud-américaines. Bien sûr. Et puis ils ont surtout un atout majeur qui devait être absent et qui est là finalement, c'est Paulo Guerrero, Exactement. qui est leur attaquant star. Et puis ils ont Farfan aussi, qui est un autre danger pour l'équipe française. Donc là, ça va être un très bon test pour la défense française. Est-ce que Justement. tu peux nous rappeler les conditions dans lesquelles Guerrero est revenu justement et sélectionnable et être présent? Mais Vincent, peut-être, on sait que les trois capitaines des groupes ont signé justement une pétition pour que Guerrero, qui était suspendu, puisse participer à la Coupe du Monde. Et sous l'influence justement de ces capitaines-là, Guerrero se retrouve à jouer la Coupe du Monde. On en avait parlé dans il y a une ou deux émissions, pardon, j'avais posé la question, est-ce que, oui, c'est fair play de Lloris d'être pour la participation de Guerrero, mais est-ce que c'est pas un petit peu dangereux de leur dire, bon, mais ok, on va tout faire pour que votre meilleur attaquant joue contre nous et peut-être nous plante des buts, non? Si on doit battre le Pérou, autant battre le Pérou avec son meilleur joueur. Donc oui, c'est fair play. Et puis voilà, au moins il y aura les Farfan et Guerrero face à nous. Ils ont des armes offensives. Derrière, c'est costaud aussi. Il y a la grinta sud-américaine. Il ne faut pas oublier que le Pérou est quand même sorti en éliminant le Chili, puisque le Chili n'est pas à la Coupe du Monde. Le Chili, c'est quand même une belle équipe sud-américaine aussi. Donc il va falloir se méfier de cette équipe. Normalement, de toute façon, le calendrier est fait pour qu'on monte en puissance. L'Australie, c'était sur le papier l'adversaire le plus faible. Ensuite, le Pérou et après le Danemark. Donc il va falloir monter nous aussi en puissance et offrir un autre match que celui de cet après-midi. On doit s'attendre à quoi face à cette équipe justement du Pérou? C'est une équipe donc d'Amérique du Sud. Est-ce que c'est une équipe qui joue énormément? Est-ce que c'est une équipe qui est sur la grinta, qui attend, qui défend énormément? À quoi s'attendre et comment les jouer? Comment dire? C'est une équipe qui n'est pas comme l'Uruguay à caractéristiques défensives, c'est une équipe qui n'est pas comme le Brésil à caractéristiques offensives. C'est une alternance des deux avec la dureté des Sud-Américains. Battre le Chili, pour eux, c'est déjà être champion du monde. Hein. C'est leur rivalité historique et c'est un truc pour eux. Ils sont en situation comme d'un tennisman qui est en contre. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire, c'est tout bénef. Une fois, ils sont arrivés en quart, en 70. Ils avaient d'ailleurs perdu que 4-2 contre le Brésil, et Dieu sait que le Brésil de 70, fallait se le prendre. Depuis, ça a pioché un peu, hein, le Pérou s'est descendu, mais là, ils ont une belle génération, avec ce Paulo Guerrero, avec une défense. Je crois que le dernier entraînement avant de partir à Lima, il y avait 40 000 personnes. C'est vous dire qu'ils sont boostés par un pays entier. Mais maintenant, parler du Pérou, je crois que c'est dangereux aussi de se projeter parce qu'ils ont un match. Parce qu'en fonction du résultat contre le Danemark, ça va déterminer beaucoup de choses de leur attitude. S'ils gagnent, ils sont capables de nous jouer le 0-0. S'ils ont besoin de points, ils vont se livrer. Donc voilà, ce sera un élément
important. On a Baptiste Després, notre envoyé spécial en Russie, qui nous dit que le coach australien a évacué en 5 minutes la conférence de presse. Déception et colère après l'arbitrage vidéo. Deschamps se fait attendre, donc on aura les réactions du sélectionneur français dans quelques minutes. Vous comprenez cet énervement là du coach australien On avait vu juste avant les déclarations qu'il avait faites. Tout à l'heure, on le disait que nous, on n'était pas d'accord sur le penalty. On trouvait que c'était litigieux et assez généreux. Donc, à sa place, on peut comprendre que voilà, il trouve que la décision est difficile à accepter. Et c'est dommage parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'arbitrage vidéo était censé intervenir pour clarifier la situation, et on se retrouve pour la première fois avec un penalty accordé avec l'assistance vidéo, avec une polémique. Donc, c'est quand même assez dommage. De son point de vue, il a certainement beaucoup de frustration à l'issue de ce match, c'est vrai, comme pour les raisons que vient d'évoquer Vincent, mais aussi parce que finalement, son plan était bien construit et il aurait pu fonctionner sans une faute, qu'on sent quand même si on n'est pas d'accord sur l'interprétation de la règle, une faute du dernier défenseur qui provoque le penalty sur Griezmann et qui change finalement quelque part le cours du match parce que là, si les Australiens sont les premiers à marquer, on peut s'interroger sur, sans refaire l'histoire du match, on peut s'interroger sur ce qui serait advenu pour les Bleus. Le cheminement est douloureux aussi, parce qu'il n'est pas sifflé le penalty. Et c'est une décision qui vient après. Les coachs ne sont pas habitués à ça. Bon, ils égalisent. Et Pogba, l'action Giroud, Pogba, il touche. Il me semble que c'est touché aussi par le défenseur l'Australien. Donc tout ça cumulé, il ne le voit pas rentrer, le filet tremble pas. La frustration est là aussi, parce que ça tape derrière, et c'est net, ça tape complètement derrière. Voilà, on peut comprendre sa frustration après. En tout cas, il a plutôt bien joué le coup, puisqu'il y a ce sélectionneur australien, puisqu'il y a encore une semaine, on nous promettait l'enfer avec un bloc bas, des longs ballons pour justement énerver l'équipe de France, mais en fait, il n'en a rien été. Ils ont joué crânement leur chance. Depuis qu'il est arrivé, Ben Marwick, il a construit une équipe qui est capable de défendre face à n'importe quelle équipe. Il a fait 0-0 contre la Colombie, 4 jours après notre défaite au Stade de France. Et depuis son arrivée, il a réussi à construire un bon bloc défensif. Et je pense que c'est pour ça qu'il est d'autant plus frustré, parce qu'il avait préparé un plan et malheureusement, il n'a pas fonctionné. Il était presque parfait. Oui, parce qu'ils ont été agressifs défensivement, ils sont allés nous chercher. Ils ne sont pas restés qu'en bas en tortue romaine, ils ont été nous piquer, souvent sur les côtés d'ailleurs, pas trop dans l'axe. Dangereux sur coup de pied arrêté, notamment. Oui, avec la patte d'Aaron Moy, qui est un peu le cerveau de cette équipe. Et surtout, un choix aussi avec Jedinak, celui d'ailleurs il marque le but, qui n'était pas titulaire, annoncé titulaire, et qui a amené de l'expérience. Voilà, il manquait de l'expérience à cette équipe lors des derniers matchs amicaux, et il a apporté cette expérience, et ça a failli fonctionner. Donc il y a un peu de poker menteur, un petit peu de ces équipes-là qui sont soi-disant réputées moins fortes que l'équipe de France, que l'Espagne ou le Brésil. Est-ce que justement la France n'a pas tout intérêt à jouer son jeu du début jusqu'à la fin sans se préoccuper des systèmes de jeu, justement de la popularité des équipes nationales ou justement, on ne l'a pas depuis 2 ans ce fond de jeu, mais justement ne pas écouter les critiques ou les déclarations des entraîneurs et de se focaliser justement que sur le jeu? Didier Deschamps n'a jamais eu l'habitude d'imposer un style d'imposer son football, quoi. Donc il a toujours tendance à s'adapter aussi à l'adversaire. Donc je vois mal l'équipe de France imposer quoi que ce soit. On a Lolo sur le Figaro.fr qui nous dit, qui revient justement sur ces tops pour elle ou pour lui. Varane et Hernandez, meilleurs joueurs. Alors, c'est vrai que Varane, on n'en a pas trop parlé. Solide. Match solide. Moi, je trouve. Ah oui, solide, oui. Il a été, en tout cas, présent, notamment dans le jeu aérien. Et on n'a pas noté de faute particulière de relance dans son jeu, ce qui peut parfois, pour lui, être un peu délicat. On a Guillaume Lozy, l'un de nos envoyés spéciaux en Russie, qui nous fait part d'une déclaration de Didier Deschamps, sélectionneur français. La victoire d'aujourd'hui nous place dans la meilleure position. Le match a été difficile, il nous a manqué pas mal de vitesse. À la première phrase, on reconnaît bien Didier Deschamps. C'est quand même une évidence.
Et je pense que quand il parle, enfin, j'imagine que quand il parle de manquer de vitesse, il ne parle pas de courir, il parle de vitesse du ballon. Vitesse dans les enchaînements. Dans les enchaînements et de situations. Et c'est là où, par exemple, quand un arrière central comme Varane, qui est plein de classe et tout, on est habitué à avoir des belles relances. On n'en a pas vu parce qu'il n'y avait pas la disponibilité des joueurs, ni au milieu, ni devant. Voilà, on y revient à la circulation de ballon, et on y revient. En tout cas, Malik, je pense, est d'accord avec Didier Deschamps, puisqu'il nous dit l'essentiel, c'est de gagner le mondial. La seule chose qui compte sont les 3 points. Merci les Bleus. C'est QFD. Oui, c'est voilà. QFD, Malik. Simplement. C'est le premier match, l'entrée en lice dans une grande compétition internationale. L'équipe de France l'a emporté. L'histoire, les bouquins, les annales ne retiendront que ce score de 1 et 3 points pour les Bleus, en fonction de ce qui se passera ensuite. Et si on doit retenir... Ah, excusez-moi, il y a encore un message de Guillaume Loisy, notre envoyé spécial, qui nous dit donc Deschamps en conférence de presse, on est capable de mieux faire et on doit mieux faire. Donc il est quand même conscient, voilà, que tout n'était pas parfait aujourd'hui, et je pense justement que le message a dû bien passer auprès des joueurs, non ? Il est évident que Didier Deschamps il connaît parfaitement la fonction et qu'il est capable d'établir un diagnostic à l'issue de ce match, à la fois des carences et des points d'amélioration de son équipe. Il va le faire, évidemment. Et les joueurs eux-mêmes. On a vu, quand Tolisso il sort, il est frustré. Les joueurs savent quand ils sont pas bons. Oui. Ce sont des professionnels. Il est rare qu'à ce niveau-là, quand ce sont des joueurs qui participent à une Coupe du Monde, ils ne sachent pas d'abord placer leur niveau d'exigence personnelle à un certain niveau et ensuite constater s'ils y sont ou pas, quand même. Donc en fait, il faut garder justement la tête haute, les joueurs gardent la tête haute, on dit voilà, on a gagné ce match-là et puis entre eux sûrement ils doivent se dire... Ils n'ont pas de raison de la baisser. Oui, Ils n'ont pas de raison de baisser la tête. Voilà, la victoire est acquise. Voilà, aujourd'hui, la compétition continue de se dérouler et des perspectives intéressantes s'ouvrent. Il n'y a aucune raison de baisser la tête. En tout cas, on peut se dire qu'entre eux, ils doivent se dire qu'ils ne sont pas forcément satisfaits de leur match. Certes, au niveau collectif, c'est gagné, c'est remporté, ça fait 3 points. Mais des joueurs avec le talent de Mbappé, de Ousmane Dembélé, je pense qu'il doit y avoir de la déception. Il faut voir aussi les conditions dans lesquelles le match est joué. Je pense que c'est le seul match qui va jouer aussitôt, d'ailleurs, à midi. Voilà, les Bleus n'ont jamais été habitués à jouer aussitôt. Et donc peut-être que ça a joué aussi. Il y a un truc aussi, c'est que même si on peut contester la composition de départ, les joueurs aussi auront plus confiance. Didier Deschamps a marqué aussi le match, quand même, avec le coaching. Je veux dire, après les déclarations de Didier Deschamps, on les connaît. Il a manqué du lion dans notre animation offensive. Voilà. Ce n'était pas le cas contre l'Italie. Voilà, Jacques, c'est la déclaration de Guillaume Loisy, notre envoyé spécial. Il a manqué du lion dans notre animation offensive. Ce n'était pas le cas contre l'Italie. On les connaît, mais en conférence de presse, qu'est-ce que vous voulez demander tous les coachs de tous les sports du monde entier, c'est une brave langue de bois et robinet d'eau tiède, et puis voilà. Surtout que Deschamps est un art dans la communication. Oui, il est professeur, mais par rapport à son groupe, les ajustements qu'il a fait, les paroles de Lloris, tout ça, ça fait que le fait que ce soit un gars comme Matuidi, comme Giroud, qui sont des vieux de la vieille, qui étaient impactants, tout ça, ça donne une direction à l'équipe. Écoutez, messieurs, on essaiera d'avoir nos envoyés spéciaux une autre fois en vidéo. En tout cas, on a eu la chance de les avoir par message. Vous savez que la liaison en Russie, nous sommes à Paris, c'est assez délicat. En tout cas, on les remercie énormément pour leur participation en début d'émission et leur message tout le long du débrief. Messieurs, merci beaucoup à vous. Jacques Monclar, merci beaucoup. C'était un honneur de vous avoir sur notre plateau. On se donne rendez-vous pour France-Pérou le jeudi 21 juin, avant le match, à la mi-temps, après le match. Et on vivra tout ça ensemble. Et puis, allez les Bleus, une fois de plus. Merci beaucoup. Salut.